Économie de Max sur i24 News, bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, sport et argent font difficilement bon ménage. Et c'est la FIFA qui en fournit une nouvelle démonstration. Quel avenir pour cette organisation désormais salie par des inculpations pour corruption? Comment procéder au ménage et qui pour le faire? On interroge un spécialiste, Patrick Mignon, dans un instant. On reviendra aussi sur les entretiens de haut niveau à Tokyo ce week-end entre Européens et Japonais. Il est question d'un accord de libre-échange en gestation. Il pèserait 40% du commerce mondial. Normes, quotas, quelles sont les dernières barrières à une entente majeure? Analyse de ces enjeux tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On passe d'abord en vue l'essentiel de l'actu éco dans le monde et un indice pour commencer, celui de l'activité manufacturière en zone euro. Sa croissance aura été plus faible que prévu au mois de mai. L'indice PMI ressort à 52,2, toujours au-dessus de la barre des 50 qui sépare contraction et progression. Satisfaction du côté des nouvelles commandes soutenues par la faiblesse de l'euro. Elles sont à leur plus haut niveau en un an. Autre chiffre, toujours pour le mois de mai en France, les immatriculations de voitures neuves reculent de 4%. Les nombreux jours fériés peuvent expliquer ce résultat. La tendance toutefois reste positive pour les 5 premiers mois de l'année avec une hausse de 3,8%. Et en France, toujours, c'est la Croix-Rouge française qui fait les gros titres. L'association a été épinglée par l'inspection du travail au sujet des heures supplémentaires des salariés de son siège. Le rapport est sévère, 3800 infractions relevées l'an dernier. Amendes, remboursement des heures dues ou indemnisation au titre du préjudice. C'est un total de 11 millions d'euros que va devoir débourser la Croix-Rouge. C'est la CFE-CGC qui avait alerté les agents de contrôle. On écoute son délégué. Quand on rentre à la Croix-Rouge, à mon sens, on ne rentre pas dans une entreprise de type commercial. On sait pertinemment qu'on aura des choses à faire et qu'il y a des à côté qu'on n'aura pas dans une entreprise classique. On va vous demander des heures supplémentaires et personne n'a jamais rechigné à faire des heures sans être payé parce qu'on sait qu'on est dans une association. Mais de là en arriver à un système de fonctionnement qui devient pérenne, c'est pas acceptable. On reste en Europe avec la Grèce. Et alors qu'Alexis Tsipras, le Premier ministre, critiquait hier les solutions déraisonnables, selon lui, des créanciers d'Athènes face à la crise de la dette, eh bien c'est le ministre des Affaires étrangères qui tenait lui aussi des propos durs à l'adresse des Européens, accusé d'enfoncer son pays plutôt que de l'aider. Écoutez. En Europe, si un pays entre en crise, au lieu de l'aider à la surmonter, il est simplement critiqué, avec des stéréotypes d'accusation. Ça ne donne pas une belle image, ça crée le nationalisme. 96% de l'argent que nous avons reçu ces 6 dernières années a été reversé à nos créanciers. Cela signifie, je vous donne de l'argent, vous me le redonnez, et c'est la preuve de ma prétendue solidarité. Ils ont réussi à sécuriser leur propre argent en faisant croire au mythe de la solidarité. De quoi accentuer peut-être le rapprochement entre Athènes et Moscou. En tout cas, voilà une mauvaise nouvelle de plus pour la Russie. Son PIB s'est contracté en avril, moins 4,2% sur un an, après une baisse de 2,7% en mars. Notez d'ailleurs que la Banque mondiale table désormais sur une contraction de 2,7% pour l'ensemble de 2015, avant le retour de la croissance l'an prochain, plus 0,7%. Un mot de l'Inde et de la Chine pour signaler que les motifs de discorde ne manquent pas, comme l'a rappelé hier la ministre indienne des Affaires étrangères. Problème de visa entre les deux pays et surtout le récent rapprochement entre la Chine et le Pakistan, voisin et rival de l'Inde. 46 milliards de dollars d'accords signés avec la construction d'un corridor économique pour relier l'ouest chinois à un port pakistanais. Problème pour New Delhi, le tracé passe par une partie du Cachemire qu'elle estime occupée par le Pakistan. Notre Premier ministre a soulevé cette question avec force. Le corridor économique entre la Chine et le Pakistan, en particulier dans le Cachemire occupé, est inacceptable pour nous. En ce qui concerne la mer de Chine méridionale, notre activité commerciale est compatible avec les lois internationales. Et puis détour par l'Afrique australe et le Botswana, économie dominée par la production minière et la viande bovine. La ville de Lobatse, vous le voyez, organiser un festival du bœuf ces derniers jours. Le but, promouvoir la qualité de la production locale menacée par un climat rude et des sécheresses fréquentes. Le bœuf remet de la vie dans nos assiettes et nos plats. À la maison, dans les fermes, dans les restaurants et même les restaurants de renommée internationale. Le bœuf et le bétail, par extension, font partie intégrante de notre économie, traditionnellement et historiquement.
Pour certains, l'arrestation et l'inculpation de 14 cadres de la FIFA la semaine dernière ne fut pas une surprise. Trop de soupçons, trop d'attributions de compétitions douteuses. Et pourtant, il fallait que la justice se décide à intervenir. Et elle l'a fait donc, et vigoureusement. Ce sont aux juges américains qu'on le doit. Ils osent le terme mafia. Alors comment a pu se développer un tel système et pourquoi le réveil a-t-il lieu maintenant? Quelques éclairages d'abord avec Anthony Lesme. Sepp Blatter a été de nouveau reconduit à la tête de la FIFA. Un pied de nez de plus pour ses détracteurs. S'il n'a pas été inculpé directement par la justice américaine, les accusations de corruption planent sur sa direction. Qu'à cela ne tienne, celui qu'on surnomme le parrain, Don Pallone, joue les chevaliers blancs. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir accepté pour les 4 années à venir. Je serai aux commandes de ce bateau qu'on appelle FIFA. Et nous le ramènerons de retour au port. Pour l'heure, Blatter nage en eau trouble. Il doit affronter une tempête judiciaire orchestrée par le département américain de la justice. Après des soupçons de pot de vin versés via 2 banques américaines, JP Morgan et Citigroup, 9 hauts cadres de la FIFA ont été arrêtés et inculpés. Dans le viseur des procureurs américains figure aussi l'attribution des Coupes du Monde 2018 en Russie et en 2022 au Qatar. Si d'autres poursuites judiciaires devraient être annoncées, Blatter fait déjà face à la colère des sponsors éclaboussés par ce scandale. C'est le cas de Visa ou de Coca-Cola. En tant que sponsor, nous comptons sur la FIFA pour prendre des mesures rapides et immédiates pour régler ces problèmes. Nous avons informé la FIFA que nous réévaluerions notre parrainage. Cette longue controverse a terni la mission et les idéaux de la Coupe du Monde de la FIFA et nous avons de manière répétée exprimé nos inquiétudes au sujet de ces graves accusations. Les sponsors veulent coupler leur marque avec des valeurs d'intégrité, de vérité et de fair play qui sont inhérentes à un événement sportif. Alors quand ces valeurs sont endommagées, ils doivent repenser ce qu'ils font. Certaines marques sont aussi dans le collimateur de la justice, c'est le cas de McDonald's ou Nike. L'équipementier est notamment accusé d'avoir corrompu la fédération brésilienne afin de sponsoriser l'équipe nationale, la mythique Seleção. New York soupçonne un pot de vin de 40 millions de dollars, mais la marque à la virgule a pour l'heure démenti. D'autres marques ont préféré quitter le navire. Suite aux rumeurs de corruption, Sony et Airline Emirates n'avaient pas renouvelé leur contrat avec la FIFA en 2015. D'autres compagnies s'inquiètent aussi pour leur image et à juste titre, la toile regorge de pubs détournées. Des fouets pour McDonald's, des menottes pour Coca-Cola, des tombes pour Adidas. Cible privilégiée des internautes, le Qatar est la mort présumée de centaines d'ouvriers immigrés pour développer les infrastructures de la Coupe du Monde. Pour l'heure, pas de risque de banqueroute pour la FIFA. Sepp Blatter peut compter sur une réserve financière de plus d'1,5 milliard de dollars. Reste toutefois le risque que la plus fortunée des fédérations, l'UEFA, dirigée par Michel Platini et en conflit ouvert avec Sepp Blatter, quitte la FIFA. Réponse le 6 juin prochain. C'est l'une des questions ces derniers jours. L'UEFA, l'Union des fédérations d'Europe, va-t-elle rompre avec la FIFA? En ligne avec nous, Guy Citruc, journaliste sportif. Merci d'être avec nous. Bonjour. On peut. Vous nous entendez? Allô? Oui, Guy Citruc, bonjour, merci d'être avec nous. Alors d'abord, football et argent, l'histoire, on le sait, ça date pas d'hier. Les risques de dérive, ils sont connus. Vous pensez qu'on a franchi les limites avec cette affaire, les excès? Est-ce qu'il y a une prise de conscience maintenant? Qu'il y ait une prise de conscience, c'est indéniable, vu le buzz qu'a fait le scandale de la FIFA, le FIFA Gate, comme on l'a appelé. Mais vous savez, c'est une histoire sans fin. Tant que l'homme est homme, là où il peut y avoir de l'argent, il y a un risque de corruption. Et je pense que ça, c'est sans fin. Il y a des histoires de corruption dans le sport, comme il y en a dans le monde des affaires, depuis des décennies et des décennies. En football, rien qu'en France, il y a eu une caisse noire au Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui est au sommet du football français et même européen. Il y a eu aussi une caisse noire à Saint-Étienne, qui est l'un des clubs les plus prestigieux. Donc c'est sans fin. Il y aura sans doute d'autres révélations demain, avec d'autres clubs, avec d'autres instances. Je pense que c'est sans fin. Mais ça risque cette affaire de FIFA Gate risque de mettre un coup d'arrêt pour un certain temps. En tout cas. Et vous sentez une volonté de concertation, de coopération aujourd'hui contre la corruption au niveau mondial entre les grandes instances judiciaires? On l'a vu avec la Suisse et les États-Unis d'ailleurs. Oui, en fait, ce qui a provoqué que cette affaire crève et la révélation de cette affaire, c'est quelque part le fait que les États-Unis n'aient pas eu la Coupe du Monde 2022 et donc du coup quelque part il y a eu presque une envie de vengeance
et de démontrer que le Qatar avait acquis cette Coupe du Monde de manière illicite, en tout cas avec de la corruption. Ouais. Alors ils n'ont peut-être pas fait tout à fait la démonstration de ce fait-là précis, mais en tout cas ils ont soulevé une affaire. Et vous savez, quand les lignées du FBI se mettent sur une affaire, ça peut aller très loin. Ouais. C'est un pays, je vous le rappelle, qui a eu connu des Watergate, où personne n'est à l'abri, même un président des États-Unis. Alors donc ce n'est pas la FIFA qui va leur faire peur. Ouais, donc ça explique peut-être le début de ce grand déballage. Quelques mots aussi, Guy Citruc, sur l'UEFA. Vous croyez à une scission avec la FIFA? On en parle beaucoup ces temps-ci. Et un football peut-être à 2 vitesses maintenant au final. Mais vous savez, le football est déjà à 2 vitesses depuis longtemps. L'UEFA et le football européen, c'est le centre de gravité du football mondial. Les grands clubs, les grands joueurs maintenant viennent de tous les continents pour jouer en Europe. Donc il y a déjà de fait un football à 2 vitesses. Alors ce qui fait plaisir, c'est que tous les 4 ans, il y a une Coupe du Monde où les petits des pays africains, des pays d'autres continents viennent rivaliser avec le football européen ou les grands sud-américains comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay. Mais il y a toujours eu un football à 2 vitesses. Alors je pense que il va y avoir peut-être, je ne pense pas une scission, mais en tout cas, il y aura une ligne de démarcation plus nette entre l'UEFA et la FIFA. Merci beaucoup, Guy Citruc. La lutte contre la corruption, donc, priorité de la FIFA et aussi du CIO, on n'en a pas parlé. Allez, autre chose, on tente de comprendre le méli-mélo des projets de libre-échange qui sont en train de se tisser entre les grandes puissances, Europe-USA, USA-Japon-Pacifique, et ce week-end, il était question de celui censé faire tomber les frontières entre Europe et Japon. 160 milliards de dollars d'échanges de biens l'an dernier. Tokyo et Bruxelles veulent accélérer et visent un accord d'ici la fin de l'année. Alors, quelles sont les barrières qui freinent encore les discussions? Le point sur les entretiens de ce week-end avec Yohan Yameta Giangelo. Le rapprochement entre l'Union européenne et le Japon n'a pas perdu son souffle. En visite à Tokyo, une délégation européenne a rencontré le Premier ministre japonais Shinzo Abe pour le sommet annuel qui s'est tenu vendredi entre le Japon et l'Union européenne. Un sommet pour faire un point sur l'avancée des négociations de plusieurs partenariats, un accord de coopération stratégique, mais surtout un accord de libre-échange entre les deux pays. Selon Shinzo Abe, les négociations pourraient aboutir avant 2016. Sur le plan économique, nous avons convenu d'accélérer les négociations sur le partenariat Japon-UE afin de parvenir à un accord de principe dans l'année, tout en mettant l'accent sur la rapidité et la qualité. Deuxième partenaire commercial de l'Union européenne, le Japon voit dans l'Europe un marché très important dans lequel il aimerait investir davantage. Oui, lui répond Bruxelles, mais à condition que le Japon ouvre lui aussi les portes de son marché, réputé cloisonné. En cause, les barrières non tarifaires que Tokyo applique, ces normes de sécurité aux quotas et qui ralentissent les importations. Nous devons lever ce qui freine le commerce et l'investissement. Je suis convaincu de la nécessité de cet accord de libre-échange avec le Japon qui doit être conclu dès que possible. Si l'accord est signé d'ici la fin de l'année, le Japon et l'Union européenne espèrent faire pression sur les négociations qu'ils entretiennent chacun de leur côté avec les États-Unis, car les traités transatlantiques et transpacifiques ont du plomb dans l'aile et leurs dates de signature ne sont toujours pas fixées. Avec des enjeux encore bien plus conséquents, c'est l'heure du Media Watch. La revue de presse. Et on reparle de cette aventure en bourse qu'entreprend Snapchat, l'application de messagerie éphémère. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. 1,5 milliard de dollars levés récemment encore. Oui, après les révélations donc, sur la prochaine introduction en bourse la semaine dernière, on apprend que la dernière levée de fonds de Snapchat lui a permis d'obtenir 357 millions de dollars, ce qui porte donc sa valorisation à 16 milliards de dollars. Ça représente une hausse de 60% sur les 6 derniers mois. Et parmi les nouveaux investisseurs, eh bien, on retrouve le fameux géant du e-commerce chinois Alibaba. Alibaba qui veut s'implanter aux USA. On évoque, Johanna, ce nouveau partenariat, il fallait y penser, entre Google et Dean Levis. Oui, on l'a appris donc vendredi. Google et Levis travaillent ensemble sur la fabrication de vêtements connectés, autrement dit des vêtements qui nous permettront de commander des objets à distance. Comment? En intégrant des fils conducteurs aux tissus, aux matériaux qui composent donc les habits. Et ces fils seront ensuite reliés à des tout petits circuits électroniques dont les algorithmes pourront analyser nos gestes pour transmettre des commandes
commande à nos objets électroniques. On pourra donc par exemple passer un coup de téléphone en se frottant la manche. Et pour la petite anecdote, David, eh bien, le partenariat porte le nom de Projet Jacquard. Jacquard en hommage au Français qui a inventé le métier à tisser. Un bel hommage. Et le meilleur pour la fin, Johanna, Roland Garros et Rafael Nadal, bien sûr, ça va avec. Il joue aujourd'hui, mais ce qui fait le buzz, c'est la nouvelle montre du nonuple vainqueur et elle n'est pas donnée. Oui, alors que peu de joueurs de tennis portent une montre pendant leur match, de peur de la casser ou d'être gênés, eh bien Rafael Nadal, lui, arbore autour de son poignet un vrai petit bijou, une montre de la marque Richard Mille à 775 000 $. Alors pourquoi un tel prix ? Premièrement parce qu'elle est rare, il n'y en a que 50 exemplaires dans le monde, mais aussi parce qu'elle est légère, elle est très résistante, elle regorge de tout un tas d'innovations. Donc avec tout ça, il n'y a pas de raison que votre joueur préféré ne remporte pas Roland Garros cette année, David. Ça va être difficile, il y a quand même Djokovic. Une montre en tout cas de champion, on l'a compris. Merci beaucoup Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec la guerre déclarée entre l'Europe et les géants américains de l'Internet, Google, Facebook, Apple et Amazon. Restez avec nous, l'info continue.